Alors, il y a un YouTuber, comment s'appelle-t-il? S'appelle Mémoire d'Adrien, critique littéraire, très, très bonne chaîne, très bonne chaîne. J'ai découvert Louis Guillou grâce à lui. Je connaissais pas du tout, hein, honte à moi. On les avait entassés là, comme on avait pu, dans de méchantes baraques en planches, dressées à la diable dans une plaine. Cette plaine, que fermait la rivière du Coulant et qu'abritait des vents de mer une colline garnie de ronces, n'était guère qu'à 2 kilomètres de Belzec. On l'appelait la plaine de la Croix perdue, à cause de sa solitude, et d'un Christ de granit dont l'image mutilée se dressait au bord de la route, à 200 mètres du camp. Le camp lui-même était composé de 5 baraques rectangulaires, longues et basses, dont 4. Celle où étaient parqués les indésirables formait bloc. La 5e, un peu en retrait, plus petite et mieux construite que les autres, servait de poste aux soldats à qui l'on avait commis la garde des prisonniers et de bureau au commandant, au fourrier et à l'interprète. On avait pris soin d'entourer le camp d'une double ceinture de fils de fer barbelés, mais il ne servait guère qu'à étendre le linge des prisonniers l'été. Depuis des mois que durait la guerre, et qu'on avait rassemblé là des hommes, cueillis au hasard des gares et des villes, aux environs du 2 août 1914, nulle tentative d'évasion ne s'était produite. Ces hommes n'étaient peut-être pas satisfaits de leur sort, mais ils paraissaient bien résolus à ne rien tenter pour en changer. Le dimanche, les Belzéciens venaient les voir en famille. Ils se massaient sur la route et demeuraient là des heures. Quelques-uns apportaient dans des paniers à boire et à manger. Ils se montraient surpris de la vie facile en apparence des prisonniers, de la bonne santé des uns, scandalisés de la bonne humeur des autres, qui ne se gênaient pas pour rire si l'envie leur en venait. On leur en voulait surtout de ne pas travailler, d'échapper à leur guerre, de vivre tranquille, à l'abri. Et les Belzéciens se sentaient comme frustrés de quelque chose, empêchés d'exercer un droit. En effet, ils étaient frustrés de la douleur, de la souffrance de ces hommes. Quelquefois, ils les insultaient, les traitaient de Schwein, c'est-à-dire porc, cochon en allemand. Les prisonniers qui n'en avaient cure allaient et venaient à travers le camp par petits groupes de 3 ou 4. Tête nue pour la plupart, les pieds dans des savates, les uns en loques, les autres quasi élégants. Ils s'assemblaient selon leur goût ou leur nationalité. Il y avait là quelques Allemands, des Tchèques en nombre, 2 peintres viennois qui trouvaient encore le moyen de s'intéresser à leur art, un étudiant bulgare arrêté au moment de passer la frontière, un Espagnol retenu là, Dieu sait pourquoi, des Français produits de rafles dans la banlieue de Paris ou dans les faubourgs. Entre ces hommes, opposés par la langue, la race et la classe, s'étaient formées des habitudes communes, la guerre réalisant ici le miracle d'effacer certaines différences dans la mesure où elle les accusait ailleurs. Le camp de la Croix perdue vivait de sa vie propre en dehors, pour ainsi dire, de la guerre. L'ignorant presque, s'efforçant de l'ignorer, comme si cela a dû en hâter la fin. Du temps hâter la fin. L'habitude s'était prise déjà de vivre en dehors du temps. Des choses qui, d'abord, avaient paru insupportables aux prisonniers et contre lesquelles ils s'étaient insurgés avec véhémence, n'excitaient même plus leur attention. Les colères du commandant Biguet, par exemple, gros homme barbu, qui n'arrivait jamais à boutonner sa capote, pourtant vaste, tant son ventre débordait, ne faisait plus trembler personne. On avait fini par comprendre
tout ce qu'il y avait de grotesque, d'enfantin ou de forcé derrière ces rodomontades, et lui-même d'ailleurs, surpris par la contagion, gagné à la petite vie somnolente et uniforme du camp, subissant peut-être aussi la trop douce influence du ciel, toujours gris, toujours mou, de la petite pluie têtue qui sans cesse noyait le pays, lui-même mettait une sourdine à ses colères et, tout en ayant l'œil, il s'occupait plus volontiers de digérer, de fumer ses cigarettes et de commenter les communiqués avec le Fourier que de maintenir la stricte et sèche discipline parmi ces hommes. Le Fourier, roublard, se prêtait complaisamment au bavardage du commandant, son chef direct, qui d'un mot eût pu le faire expédier vers quelques secteurs relativement moins tranquilles. L'interprète, M. Lanzer, travaillait. Il dépouillait d'épais courriers, rédigeait des rapports, parcourait de lourds journaux allemands à l'odeur d'encre encore fraîche. Il apportait à ses besognes une patience et une conscience qui lui venaient d'habitude anciennement acquises dans l'université. M. Lanzer était professeur d'allemand. Il y avait plus de 15 ans qu'il enseignait au collège de Belzec quand la guerre avait éclaté. Par miracle, on s'était souvenu de cela et le général qui commandait la place avait pensé que M. Lanzer rendrait de meilleurs services en remplissant dans un camp de concentration le poste de soldat interprète qu'en montant une garde illusoire le long de quelques voies ferrées. M. Lanzer, s'étant vu confier ce poste, en éprouva d'abord quelque chagrin. Il fut sur le point de le refuser dans la mesure où le refus est permis à un soldat. Il voulait participer à la guerre de manière plus efficace, tant, malgré la quarantaine passée, il se sentait encore de jeunesse. D'autre part, alsacien d'origine, il se croyait sans doute tenu à un patriotisme plus vif que celui des autres. Il voulait partir sur le front. Il voulait partir au front. Non, il voulait partir au front. On lui représenta combien il serait plus sage de n'en rien faire. Sa femme et sa fille, l'ayant à leur tour persuadé qu'il n'y avait pas de déshonneur pour un homme de son âge de ne pas aller se faire tuer, il se rendit à leur raison. Il ne s'y rendit pas ainsi sans murmurer. Il lui déplaisait qu'on le vît en ville dans son uniforme de soldat accompagnant une corvée de prisonniers venus au ravitaillement qui poussait une charrette à bras. Il préférait encore demeurer au camp où, pourtant, il passait des jours entiers, assis à sa table de travail, les pieds gelés sur la terre nue de la baraque, mal éclairée par une mauvaise lampe à pétrole, au gros bec de cuivre verdi, à l'abat-jour de carton jaune, taché, et qui charbonnait comme un steamer. Et dans le poêle ébréché, raccommodé au moyen de fils de fer, on brûlait du charbon qui répandait une odeur pestilentielle et étouffante. Monsieur Lanzer était un homme sans détour. Il avait l'âme droite, l'esprit clair et borné, et avec cela, un cœur tendre. D'autres, à sa place, n'eussent pas manqué de tracasser les innocents dont il avait la garde, en les harcelant d'interrogatoires, en supprimant leurs courriers, en les réduisant à la portion congrue, en les obligeant à décorver pour telle faute imaginaire ou réelle, comme il était en son pouvoir de le faire. Mais au contraire, son devoir n'était-il pas de soulager l'infortune de ces malheureux? Les prisonniers savaient le prix de la bonté de Lanzer. Certes, le Fourier n'était pas un mauvais homme, et Biguet était plus braillard que méchant. Quant aux soldats qui les gardaient, ils étaient de bonne volonté. Mais tout cela, c'était de la bonté par indifférence. Et nul, comme M. Lanzer, n'avait ses bons yeux,
ses sourires compatissants, ses attentions et ses indulgences qui leur allaient si vivement à l'âme. Il lui en savait d'autant plus gré que, partout ailleurs, triomphait la haine et le meurtre, ici du moins dans ce petit îlot, et grâce à Lanzer, un peu de paix demeurait. Ils exprimaient cela du mieux qu'ils pouvaient, non avec des paroles, car les paroles sont malhabiles, et d'ailleurs ils ne parlaient guère, mais certains jours, Lanzer trouvait sur son bureau des fleurs, déposées là par qui? Il observait à des riens qu'on avait fait le ménage de sa baraque avec plaisir, presque avec tendresse, et comme il était de ces heureux qui pouvaient coucher en ville, et qu'il n'arrivait jamais au camp avant 8 heures du matin, il advint à plusieurs reprises qu'ayant dû parcourir ces 2 kilomètres sous la pluie, quelques prisonniers lui offrirent du café chaud qu'il but à petites gorgées en remerciant du regard. Biguet disait « Bon Dieu, Lanzer voulait gâter !» Pour toute réponse, Lanzer souriait. L'été, la promenade pour se rendre au camp était douce. La route descendait toute droite de la ville et toute large d'abord, portée par la plaine, puis brusquement encaissée dans des coteaux verts. Et tout au long, elle était bordée d'arbres qui chantaient. Pendant près d'1 kilomètre, elle côtoyait la rivière qui poussait comme avec peine son eau lourde jusqu'au moment où l'on arrivait près d'un moulin en ruine, à la roue édentée et immobile. Alors la rivière remontait vers la plaine. On ne la retrouvait que plus tard, un peu avant d'arriver au camp, après avoir passé devant le Christ. M. Lanzer avait trouvé à ses promenades matinales un goût nouveau. Il y avait beau temps que ses besognes et l'habitude de la ville lui avaient fait perdre le goût de la campagne au matin. Il fallait que la guerre le lui fît retrouver. M. Lanzer n'aurait pas su dire depuis quand il n'avait vu le soleil se lever, ni connu la volupté de marcher dans une herbe encore fraîche, de fouler la terre humide des routes, de voir s'éveiller les arbres qui s'éveillaient vraiment comme des personnes vivantes, d'entendre chanter les oiseaux, ce dont, pensait Lanzer, tout le monde se moque parce qu'il n'y a plus guère que 2 ou 3 âmes simples comme la mienne qui se réjouissent encore de les entendre chanter. Scrupuleux à l'excès, confit en bonne morale bourgeoise, il croyait devoir se réjouir avec les autres, s'affliger avec les autres, mais ne jamais prendre de lui-même une aussi dangereuse initiative, et il se reprochait amèrement de petites joies matinales, se disant qu'elles étaient une offense à ceux qui risquaient et répandaient leur vie. Mais il avait beau vouloir se corriger, il était pareil aux enfants qui succombent à la tentation en se reprochant leur gourmandise. Aussi, était-ce sa faute à lui s'il trouvait la vie belle? Il n'y avait là, au reste, ni égoïsme, ni indifférence aux souffrances des autres. Son scrupule le montrait bien, et plus il trouvait la vie belle, plus il souffrait de savoir qu'on en réclamait le sacrifice à tant d'autres. Cette exigence passait sa compréhension. Non, Lanzer n'était pas de ceux qui assurent que la guerre est mauvaise et lui vouent leur haine. Il n'avait rien de commun avec les socialistes, qui sont de mauvais Français, des éléments de trouble et de discorde, des gens sans âme, qui identifient la patrie à leur ventre. Lanzier était un bon républicain qui tenait fermement à ses principes, principes, il est vrai, qu'il n'avait pas choisis, mais qu'on avait choisis pour lui. Il était un républicain éclairé. Il savait, pour avoir lu des philosophes, que si la guerre venait à disparaître, le monde serait en deuil d'une de ses formes les plus grandes de la beauté. Adieu alors l'héroïsme et toutes les vertus cornéliennes. Il avait aussi des idées sur la patrie. Il savait
qu'il faut défendre la patrie quand on l'attaque, qu'il n'a rien de plus beau que la patrie, qu'il n'est point de sort plus enviable que celui de mourir pour elle. Il savait cela. Et quand il parlait, il hochait la tête en homme qui sait ce qu'il dit et comprend la gravité de ses paroles. Mais ce qu'il croyait être profond en lui, aussi définitif et aussi net que la forme même de sa personne, n'était en réalité qu'appris. Seulement, il n'en avait pas conscience. On lui avait enseigné à croire à la guerre et à la patrie. On avait pu lui enseigner la bonté. Il était bon comme l'eau coule. Sa tendresse faisait échec à la rigueur de ses principes, à l'étroitesse de son esprit. Il souffrait de la souffrance universelle tout en assurant que le mal était nécessaire et qu'il n'en pouvait sortir que du bien. Lui-même d'ailleurs était tout prêt à combattre ce mal, seulement il ne voulait le combattre qu'indirectement, comme tant d'autres, dans ses conséquences et non dans ses causes en venant au secours de celui-ci ou de celui-là. Un matin qu'il rentrait au camp vers 8 heures, à son habitude, il vit que des hommes travaillaient à construire de nouvelles baraques. Il s'approcha et les regarda faire. Ils étaient là, une trentaine de territoriaux venus le matin même de la ville en camion et apportant du matériel et des outils. Ils avaient déchargé tout cela dans la plaine, transformé du coup en chantier. Des piles de bois s'entassaient ça et là. Entre deux baraques, les cuisiniers avaient dressé leur énorme marmite de fonte et déjà quelques hommes pelaient des pommes de terre qu'ils jetaient dans des baquets. Le fourrier, qui les regardait, s'approcha de M. Lanzer. « Bah, du travail pour vous, dit-il. Pour moi. On en attend 200 demain soir. Le commandant est furieux. » Et avec force de détail, il expliqua que la veille au soir, quelques instants après le départ de Lanzer, on avait reçu au camp la nouvelle qu'un contingent d'indésirables, comprenant environ 200 personnes, arriverait le surlendemain. Si vous aviez vu le commandant ouvrir le télégramme, il ne décolère pas, il doit être présent chez le général. Et ces hommes, ils sont arrivés ce matin, il faut qu'ils aient fini leur baraque ce soir. Le fourrier bourrait sa pipe. Du travail pour vous. Vous allez vous en payer des interrogatoires et des rapports. Il s'éloigna en riant. Bah, fit Lanzer. Malgré le froid, les territoriaux avaient ôté leurs vestes et retroussé jusqu'au coude les manches de leurs chemises. On sentait que, peu à peu, ils prenaient goût à la besogne. Ils s'animaient. Leur conscience de travailleurs se réveillait en eux, en conscience simple de travailleurs qui aiment la bonne besogne, le travail bien fait. Ils n'étaient plus que des hommes à qui l'on a commandé une corvée. Le travail leur permettait d'oublier un instant l'armée, les chefs, la guerre, la famille lointaine, le destin tragique qui, d'un instant à l'autre, pouvait les emporter là-haut. Obscurément, ils étaient reconnaissants au travail, de leur apporter cet instant d'oubli. On leur avait donné 2 baraques à construire, ils les construisaient, et ils les construisaient bien, du mieux qu'ils pourraient. Ils n'étaient point faits pour détruire, mais pour construire. Ils étaient heureux, en face du travail, cela se sentait bien, ils s'interpellaient joyeusement. Ceux du métier raillaient les maladresses des autres, mais ils venaient à leur secours. Chacun donnait son avis, mais aussi s'efforçait de corriger ce qu'il y aurait pu avoir de mauvais dans leur travail. Ces hommes construisaient 2 maisons, et il y a des instants où l'exécution de pareilles œuvres prend une signification profonde. M. Lanzer ne comprenait peut-être pas plus qu'eux-mêmes le sens de leur activité et de leur joie, mais il en recevait le reflet. Les marteaux résonnaient triomphalement sur le bois neuf et les scies chantaient.
Déjà les baraques prenaient une forme et il était possible d'imaginer une vie dans ces baraques. Quand vint midi, il ne restait plus guère qu'à fermer les toits, tant la diligence des soldats avait été grande. Ils firent halte pour manger. Ils se groupèrent sous les bâches vertes autour des feux de la cuisine où bouillait la marmite. Les uns avec les autres, ils s'approchèrent, la gamelle tendue, et quand le cuisinier lui emplit, on les vit s'asseoir sur la terre pour manger plus à l'aise, tout en lorgnant du coin de l'œil les baraques, leur travail. Ils mangeaient lentement. Un homme qui ne sont point malgré tout pressés, qui veulent bien faire avec besogne, et ne demandent même que cela, et qui le font avec amour, mais qui veulent aussi jouir de la vie, se reposer quand il le faut et quand il est bon de se reposer, fumer une bonne pipe après le repas. Le vin supplémentaire, une fois versé dans les quarts, ils les bourrèrent ces bonnes pipes, doucement. Mais, tout en fumant, ils s'approchèrent des baraques, les mains dans les poches, les regardèrent longuement, presque sans mot dire, mais comme des juges honnêtes, qui jugent leur propre action, leur propre travail. Et quand leurs pipes s'éteignirent, ils en secouèrent leurs fourneaux contre le talon de leur godillot. Lestement, l'un d'eux escalada une baraque et se jucha à cheval sur une poutre. Les autres, à l'instant, l'imitèrent. Une chanson s'éleva quelque part, tous l'entonnèrent à la fois. Quand vint le soir, tout était prêt. À l'intérieur des baraques, on avait disposé des couchettes faites de planches, et avec des retailles de bois, on avait façonné des escabeaux grossiers et des tables. Comme cela, dit quelqu'un, ils auront au moins de quoi s'asseoir, et sur quoi manger. À ordre du général qui commandait la place de Belzec, le train qui amenait le nouveau contingent d'indésirables dut attendre pendant plus de 2 heures, à 1 kilomètre ou 2 de la ville. Que la nuit fut complètement tombée avant d'entrer en gare. Bien que le secret de leur arrivée ait été sévèrement gardé, on ne saurait, pensait le général, prendre trop de précautions afin d'éviter tout incident. Quand ils débarquèrent, on vit sous la lumière sale et jaune des becs de gaz que giflait le vent, se chercher et se grouper des êtres en loques, hommes et femmes, recrues de fatigue, rendus par des jours et des jours de voyage dans des wagons à bestiaux. Ils avaient dormi les uns sur les autres dans la paille qui s'était tassée sous eux comme une litière, mincie de jour en jour et émiettée peu à peu jusqu'à devenir poussière. Chacun emportait avec soi son bagage, une valise de cuir, un long sac de toile blanche, comme en ont les marins. Ils se groupèrent devant la lampisterie gardée par des soldats en armes. Leurs bagages déposés en tas sur le quai, ils s'assirent. On leur apporta un café tiède qu'ils burent avec des gestes de convalescents. Et sur un mot du commandant Biguet, ils se formèrent en cohorte et se traînèrent hors de la gare. Des camions les attendaient. Une foule, plus nombreuse encore que la foule habituelle, qui en ces temps-là se portait chaque soir à la gare, à la fois par désœuvrement et par souci d'apprendre quelques nouvelles, bien qu'elle n'apprît jamais rien, se pressait contre les portes. Et à peine les indésirables apparurent-ils que des huées les saluèrent. On leur en voulait à ces hommes et à ces femmes d'être encore vivants, malgré leur misère et leur souffrance. On leur en voulait bien davantage encore de les savoir à l'abri de la mort. Et le désir de cette foule eût été de se venger sur cette proie facile et sans défense des maux que lui infligeait la guerre.
C'étaient eux les responsables. Les véritables auteurs de la gigantesque tuerie, c'étaient ces êtres, ces pauvres êtres chancelants et plus morts que vifs. Belzec se souvenait aussi d'avoir vu défiler dans ces rues, il n'y avait pas longtemps, d'autres convois assez semblables à celui-ci, à cette différence près qu'ils étaient formés de réfugiés venus des départements du Nord. Quand les indésirables montèrent dans les camions, les cris de la foule redoublèrent. « Ouh! Ouh! À bas les boches! À mort !» Il se produisit une poussée autour des camions dont les moteurs ronflaient déjà et des cannes se levèrent. En hâte, on acheva d'entasser pêle-mêle sur les camions hommes, femmes et bagages, tandis que les soldats poussant la foule hors de la gare s'efforçaient de maintenir l'ordre. Assis près d'un conducteur, M. Lanzer aperçut dans la foule un de ses collègues du collège, M. Badoiseau, qui se démenait plus que tous les autres et criait comme un beau diable en agitant sa canne. M. Lanzer entendit qu'il parlait de revanche, de représailles, de mise à mort et de patrie. Ce ne fut qu'un éclair. Repoussé avec les autres, malgré ses protestations véhémentes, M. Badoiseau dut battre en retraite et M. Lanzer vit sa silhouette mince, élégante, légère, vaciller et se perdre dans le moutonnement de la foule qui s'écrasait au bord du trottoir. Le soir où les nouveaux indésirables arrivèrent au camp de la Croix-Perdue, on avait doublé des postes de garde. Les hommes étant en nombre insuffisant, M. Lanzer reçut l'ordre de ne point quitter le camp. Il s'installa dans sa baraque et s'étendit sur un lit de planches, cherchant en vain à s'endormir. Les scènes récentes auxquelles il venait d'assister occupaient trop vivement son esprit. M. Lanzer n'était certes pas assez habile pour y voir clair en lui-même, et le spectacle de cette foule qui s'était dressée tout à l'heure avec tant de haine contre le prisonnier lui laissait au cœur une profonde tristesse. « Mon Dieu, murmurait-il, est-ce possible ?» Jamais encore il n'avait senti chez une foule un désir de meurtre aussi irrésistible. Dans le silence de la nuit, les paupières closes, il revoyait ces visages tordus, ces yeux sanglants, ces bouches qui vomissaient la haine. Une telle profondeur du mal l'atterrait, et en même temps, il s'en voulait de n'être pas haineux à son tour. Ne pas avoir de haine pour ces hommes et ces femmes ennemies, n'était-ce pas là manquer à son devoir? Ah, le devoir! Il soupira. Est-ce qu'il allait à présent discuter le devoir? Voyons. Qu'est-ce qui le prenait? Sûrement, il avait la fièvre. Ah, bien sûr, je fais mon devoir. Le sommeil cueillit à ses lèvres une dernière fois le mot « devoir ». Il s'endormit. Cette nuit-là, M. Lanzer fit un rêve curieux. Dans son rêve, il changeait de forme. L'homme de belle prestance qu'il était, rond de visage, blond de poils, dont l'œil bleu disait l'indulgence profonde, devenait un personnage pointu, empaqueté dans un uniforme qu'il devina être un uniforme d'officier, mais dont il ne parvenait pas à distinguer nettement le grade. Il se promenait dans la cour du camp par un matin d'hiver, blanc de neige, et tenait à la main une canne de jonc qu'il enfonçait de temps à autre dans la neige avec régularité, comme si ce geste eût marqué le rythme de ses réflexions. Et tout d'un coup, en effet, une idée lui venait. Monsieur Lanzer mettait sa canne sous son bras et, joignant les mains en porte-voix, appelait « Bedin! Bedin !» Bedin, un homme de garde, paysan courteau, au visage enflammé, accourait.
Il réunissait les talons devant Lanzer, qui le regardait durement, il saluait. « Bon, c'est bon. Appelle-moi tous ces salauds-là, disait Lanzer, et Bedin se mettait à courir à travers le camp. Il ouvrait les portes des baraques et criait « Tout le monde dehors, et vite !» Alors les prisonniers, qui s'étaient groupés dans les baraques autour des poêles, sortaient en maugréant. Ils se réunissaient dans la cour du camp autour de M. Lanzer. Tout cela, parfait. Du même œil dur dont il avait regardé tout à l'heure Bedin, il les examinait, il plaisantait. Bonne, n'est-ce pas, la vie du camp tranquille? On attend douillettement la fin de la guerre? Nul ne répondait. Et Lanzer, furieux, jurait. Salauds! Vous êtes tous des salauds! Il en choisissait un dans le groupe, un des nouveaux venus, un petit être blafard dont les épaules saillaient sous la veste trop mince et qui tremblait de foi. Viens ici, toi. De quel pays es-tu? De Mannheim, monsieur l'officier. De Mannheim? Eh bien, écoute, ôte donc un peu ta veste. Ôter ma veste? Allons, dépêche-toi. Et il ôtait sa veste, cependant que M. Lanzer reprenait. Ainsi, tu es de Mannheim. Oui, monsieur l'officier. Beau pays. Enlève ta chemise à présent. Tremblant de frayeur et de froid, le malheureux enlevait sa chemise. Oh oh, faisait alors M. Lanzer, qui éclatait de rire. Quel drôle de dos tu as! Je suis malade, monsieur l'officier. Ouais, alors, tiens, voilà pour ta maladie. Et il lui cravachait le dos. Un cri effroyable partait de la poitrine du prisonnier. Aïe, aïe, aïe! Et ses compagnons murmuraient. Tiens, faisait encore M. Lanzer, le frappant à nouveau. Tiens, d'accord, tiens, faisait encore M. Lanzer, le frappant à nouveau. Tiens donc, voilà pour te guérir. Et qu'est-ce que vous avez à dire, vous autres? N'est-ce pas mon droit? Suis-je ici, oui ou non, pour être bon? Vous ne souffrez pas assez. Le prisonnier qu'il cravachait hurlait et pleurait. Voilà que tu pleures à présent, andouille. Tiens donc, tu sauras pourquoi tu pleures. Il le cravachait pour la troisième fois, et brusquement, couvrant la plainte du prisonnier, il entendit un rire puissant, un gros rire tout près de lui. Bravo, Lanzer, bravo, que vous êtes drôle, bon Dieu! C'était le commandant Biguet, qui se tenait les côtes, et il riait si fort que sa veste menaçait d'en craquer. Vous pouvez y aller, c'est de la viande, faites-le souffrir. Ah, bon Dieu! Pris de contagion, Lanzer riait à son tour. Il appliquait une tape magistrale sur l'épaule du commandant. C'est à se tordre de rire, mon cher, à se tordre. Vous avez vu la gueule qu'il fait? De sa canne, il désignait sa victime. J'en crèverais, râlait Biguet. Soudain, la scène changea. Plus de 200 soldats se trouvèrent réunis dans la cour du camp. Un personnage que M. Lanzer ne voyait que de dos les commandait. À en juger par la fermeté de son allure et l'empressement avec lequel les soldats lui obéissaient, ce devait être un personnage puissant. Il fit sortir tous les prisonniers et les fit mettre nus. C'est alors seulement que M. Lanzer s'aperçut que les soldats n'étaient point armés de fusils, mais de bâtons. En avant, clama le mystérieux personnage. Avec une aisance et une légèreté parfaite, les soldats s'approchèrent des prisonniers comme en dansant. Et en effet, tout cela avait l'allure d'un ballet réglé avec soin. « Allez-y maintenant, dit encore le mystérieux personnage. » Les bâtons tombèrent sur les échines nues. Des cris jaillirent et les bâtons s'abattirent de nouveau. Les soldats n'étaient point du tout furieux, ils souriaient, au contraire. Ils frappaient comme en se jouant. On eût dit qu'ils dansaient. 1, 2, 1, 2. Le mystérieux personnage réglait la mesure. M. Lanzer assistait sans rien dire à ce spectacle. Et comment cela suffit-il?
Tout d'un coup, de bourreau qu'il avait été tout à l'heure, il devint victime. Nu comme les autres, il sentit s'abattre sur son échine les coups sans nombre. Il hurlera « Aïe, aïe !» Ah, mon Dieu, comme ils y allaient, comme ils y allaient. Les soldats dansaient toujours en frappant et souriaient. Jusqu'au moment où la scène, une fois encore, changea. Les hommes, qui jusqu'alors avaient reçu les coups presque sans bouger, se mirent à courir comme des fous. Ce fut une débandade grotesque de corps nus et sanglants à travers le camp, une poursuite autour des baraques, un jeu de cache-cache. Les soldats rattrapaient quelquefois un prisonnier et lui donnaient un furieux coup de bâton par la figure en disant « Attrape !» Et l'homme roulait dans la neige et ne se relevait plus. Les autres, et parmi eux M. Lanzer, réussissaient à gagner les coteaux qui entouraient le camp. Ils les escaladaient comme de vrais animaux pour chasser, en s'aidant des pieds et des mains. M. Lanzer, de temps à autre, se retournait. On les poursuivait toujours, et en un tournement, tout cela cessa d'exister. Il n'y eut plus ni hommes nus pour chasser, ni soldats massacreurs, ni camps, ni prisonniers. Il n'y eut même plus de guerre. Il eut seulement un monsieur Lanzer fort tranquille, assis au pied d'un arbre en pleine campagne, par un bel après-midi de dimanche, un monsieur Lanzer qui se reposait là d'une semaine de fatigue, roulait d'une cigarette et voyait soudainement s'avancer vers lui un de ses collègues du collège qui lui tendait la main. « Tiens, disait-il, Badoiseau, par quel hasard ?» Monsieur Lanzer s'éveilla. Il suait à grosses gouttes. Quel rêve! Entortillé dans sa couverture, il pouvait à peine remuer. Quel rêve, se dit-il encore, et comme c'est étrange ce bas d'oiseau. Il réfléchit. Je l'ai vu à la gare tout à l'heure quand les prisonniers sont arrivés, c'est cela. Comme il criait. Et ayant ainsi relié son rêve à un souvenir de vie réelle, il en éprouva quelque soulagement. Néanmoins, il réfléchit encore. Ces hommes nus, ces coups de bâton, comme c'est étrange tout cela. Il se rappelait confusément les scènes de bastonnade. Pourquoi diable ai-je frappé ce malheureux? Il s'en voulait presque comme de l'avoir fait en vérité. Bien qu'il ignorât le peu de différence qui sépare la réalité du rêve. Assis sur son lit de planche, il se prit la tête dans les mains. Il revit le visage de souffrance de sa malheureuse victime. Qu'est-ce que tout cela signifie? Et l'autre, c'était le mystérieux personnage qui commandait les 200 hommes, celui qu'il n'avait pu voir que de dos, le délicat organisateur de la grande bastonnade. Qui est-ce? À cette question, qui s'était vraiment posée dans son rêve, voici qu'il trouva soudain une réponse. Nul doute n'était plus possible. L'image revivait dans son esprit et, à certains gestes, à des façons particulières de pencher la tête, de cambrer le torse, il l'identifiait. Badoiseau. C'était Badoiseau, ce mystérieux personnage. Seigneur, que lui voulait donc ce Badoiseau? Si vous voulez la suite, vous le dites en commentaire. Louis Guillou, l'indésirable.